Ah ben voilà, très bien, parfait. Donc encore merci pour votre invitation. Et moi, effectivement, je vais vous parler de la conservation de cortex ovarien. Alors cette conservation de cortex ovarien, c'est une des nombreuses techniques de préservation de fertilité, comme vous l'a dit le docteur Bachouchi tout à l'heure. Finalement, il y a plein de choses, et notamment donc la chirurgie, la transposition ovarienne, la désescalade thérapeutique. Les hématos, les oncologues essaient toujours de diminuer la toxicité générale de leur traitement, mais aussi de diminuer la toxicité donc des traitements sur les gonades. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis nous, dans notre domaine de biologistes de la reproduction, il y a la conservation embryonnaire qu'on pratique très peu, nous, en France, la congélation d'ovocytes isolés, et puis donc je vais vous parler de la conservation d'ovaires. Alors, le rationnel de cette technique de conservation d'ovaires, c'est que l'ovocyte mature est rare, puisque, comme vous le savez, on en fabrique à peu près 400 durant toute notre vie. Ça nécessite, pour en avoir plus, une stimulation de l'ovulation qui n'est pas toujours facile à organiser dans le cadre de la préservation de fertilité dans le cadre du cancer. Il y a aussi des contre-indications à la stimulation de l'ovulation. Il y a des non-faisabilités de la stimulation de l'ovulation. Et il a été montré au milieu des années 90 que les ovocytes immatures au sein du cortex ovarien se congelaient bien. Donc d'où l'idée de cette technique. Et en plus, ça a été appuyé par cette publication qui a tout changé. C'est une publication de Roger Gosden qui était à Leeds et qui a montré chez la brebis, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu éloigné, mais sauf que la brebis, comme la vache, comme nous, on a des gros ovaires fibreux. Et donc, il a pu montrer qu'en prélevant, congelant et regreffant du tissu ovarien de brebis, il a pu obtenir donc un petit agneau. Donc ça a été vraiment un peu la publication pivot qui a fait penser que finalement, on pouvait essayer d'utiliser cette technique pour essayer de préserver la fertilité des patientes, parce que remis dans le contexte, dans les années milieu des années 90, la congélation ovocytaire marchait pas bien. Donc cette technique nécessite un prélèvement chirurgical par célioscopie le plus souvent. Comme on se place en général dans le cadre d'un traitement très gonadotoxique, donc on prélève souvent un ovaire entier qu'on transporte au laboratoire, et au laboratoire donc on prépare cet ovaire en isolant la partie qui contient les ovocytes, donc le cortex ovarien, en l'isolant de la médullaire, et ensuite on fragmente. Donc là, vous voyez pas ma flèche là, non. C'est pas grave. En fragmentant donc le cortex ovarien et en plaçant donc chaque fragment dans un tube qui contient cette solution de congélation. Ensuite, on congèle donc ces fragments de tissu ovarien donc par un protocole de congélation lente. C'est encore aujourd'hui le protocole le plus utilisé pour congeler le tissu ovarien. Et ensuite, le tissu ovarien est conservé donc à la température de l'azote liquide. Alors depuis 2019, la SRM, donc la Société américaine de reproduction, a validé cette technique comme étant une vraie technique de préservation de fertilité. Et c'est vrai que ceux qui m'ont eu en cours du DU procréation et cancer savent que je ne veux pas qu'on parle de la congélation d'ovaires comme une technique expérimentale. C'est une technique qui, comme vous le verrez, a fait ses preuves, et c'est une technique de préservation de fertilité vraiment à part entière. Alors en France, donc les recommandations de l'INCa montrent que c'est une technique qu'on doit utiliser de première intention, que ce soit avant ou après la puberté, puisque, comme vous l'a dit aussi le docteur Bachouchi, c'est la seule technique de préservation de fertilité qu'on peut utiliser avant la puberté, et en cas de traitement à haut risque gonadotoxique. Donc, en France, les recommandations, on les a organisées autour de la toxicité des traitements. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de la congélation d'ovocytes, d'ovaires, comme ça, dans le vague. On l'a remis dans le contexte des traitements et de leur toxicité. Et donc, l'ovaire, c'est vraiment la technique qui doit être discutée de première intention quand le traitement est à haut risque gonadotoxique. Donc ces traitements, comme vous l'a dit Nathalie Rive, ont été classés en 3 grands groupes, donc les risques faibles ou sans risque. Alors ça, c'est aussi important de voir que finalement, certaines chimiothérapies ne sont pas toxiques.
pour l'ovaire. Donc ça, c'est important, et c'est important pour rassurer certaines de vos patientes. Il y a des risques intermédiaires, et puis vous voyez les molécules à haut risque, hein, et là on retrouve les agents alkylants, hein, comme vous l'a dit le docteur Bachouchi, hein, des alkylants bifonctionnels, et puis bien sûr aussi les radiothérapies ovariennes. Alors, le premier case report de congélation d'ovaires a été publié donc en 96. C'est à l'équipe de Bahadur, donc à Londres, hein, qui a présenté ce cas d'une patiente de 23 ans qui avait un cancer de l'endomètre, pour qui il était prévu une hystérectomie et une ovariectomie bilatérale, et donc il a été congelé du cortex ovarien. Dans la littérature, on n'a jamais entendu reparler de cette patiente, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais enfin c'était la première qui a bénéficié, dont le cas a été rapporté dans la littérature. La première série de 2002, c'était la nôtre, hein, donc qui reprenait nos patients de 98 à 2000. Ça représentait 51 patientes vues en consultation, 31 conservations d'ovaires, avec un âge moyen, vous voyez, autour de 18 ans. Et des extrêmes, vous voyez, extrêmement larges, hein, puisque à l'époque, la plus petite fille pour laquelle qu'on a pris en charge dans cette activité avait 2,7 ans. Maintenant, les plus jeunes ont 3 mois, hein, et donc on voit aussi des bébés. Et puis la plus âgée avait 34 ans à l'époque. Et vous voyez qu'on avait quand même une proportion non négligeable, hein, 31% des patientes avaient moins de 18 ans, donc au moment de la conservation d'ovaires, et 43% avaient eu de la chimiothérapie avant la conservation d'ovaires. Ça, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. 23 ont bénéficié d'une congélation d'un ovaire entier, et puis 8 d'un demi-ovaire. Et en fait, les 8, c'était les premières patientes, parce qu'on était un peu, vous voyez, c'était 98, c'était vraiment tout nouveau, on était un peu frileux. Et finalement, les chirurgiens qui travaillent avec moi m'ont dit, écoute, c'est pas très satisfaisant de congeler que la moitié d'un ovaire, parce que finalement, quand ils font l'hémostase, ils brûlent quasiment l'ovaire, la moitié restante en fait, hein. Et comme on se place dans le cadre des traitements très gonadotoxiques, bah, autant prendre un ovaire entier. Donc maintenant, notre habitude, hein, sauf cas particulier bien évidemment, on prélève un ovaire entier. Alors les pathologies, vous voyez, il y a différentes pathologies, hein, c'est ce que je dis. Moi, je suis médecin de formation, et quand mon travail de base, si je puis dire, c'était de faire de la fécondation in vitro, et quand je me suis lancée dans la préservation de fertilité après être allée en stage chez Gosden, on réapprend sa médecine en fait, hein. On rencontre à nouveau plein de pathologies qu'on n'avait pas oubliées, mais bon, qu'on avait vues de loin. Et puis il y a des pathologies dont j'avais jamais entendu parler ou que j'ai oublié très vite. Enfin bon, bref. Donc on refait sa médecine. Donc vous voyez, on voit plein de pathologies, hein. Donc les lymphomes, ça c'est plus classique, les leucémies, les sarcomes d'Ewing, les neuroblastomes. Donc vous voyez des pathologies de petites filles, hein. C'est la tumeur la plus fréquente chez les petites filles. On voit aussi des drépanocytoses, des myélodysplasies. Enfin voilà, il y a plein de pathologies. Et là, vous voyez, c'est notre première série. Actuellement, il y aurait 5-6 diapositives pour vous présenter toutes les pathologies que j'ai pu voir en consultation. Alors, maintenant, donc après ces premiers case reports et premières séries, je vais vous parler un peu je trouve, d'organisation intéressante. Alors, il y a plusieurs équipes qui ont rapporté leurs expériences après, hein, donc il y a l'Israël, il y a le Danemark, l'Espagne, les USA, le gros réseau Fertiprotect, hein, je vous en reparlerai, la Belgique, les pays scandinaves, et il y en a d'autres, hein, qui ont rapporté leur activité dans le cadre de la préservation, enfin de la congélation d'ovaires. Et j'ai choisi de vous parler de 3 grandes types d'organisations, hein, donc la Belgique, le Danemark et ce réseau Fertiprotect. Alors la Belgique, il y a 2 gros centres, hein, il y en a d'autres, mais il y a quand même 2 gros centres, celui de Marie-Madeleine Dolmans et d'Isabelle de Mestereux et d'Anne, j'ai oublié son nom, Delbar, voilà, merci Nathalie. Voilà. Donc c'est les 2 équipes qui ont beaucoup publié dans le domaine. Alors tout d'abord, donc l'équipe de Jacques Donnet et de Marie-Madeleine Dolmans. Vous voyez leur activité avec le nombre de patientes, hein, c'était 2 publications à 4 ans d'intervalle, mais rapportant 2 années supplémentaires. Et surtout, au niveau des pathologies, vous voyez, dans ce centre-là, en Belgique, hein, la maladie la plus fréquente, hein, prise en charge, hein, avait des cancers du sein, hein, ce qui n'est pas le cas dans l'autre centre belge, pas très loin. Et puis, comme je vous le disais, hein, donc ça a été la première patiente, malheureusement décédée après un prélèvement d'ovaire. Alors, l'autre type d'organisation, c'est le modèle du Danemark, en fait, hein, où là,
ils ont publié donc une série de 10 ans d'activité, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'au Danemark, il y a 15 centres à Copenhague qui assurent donc les conservations de tissus ovariens. Donc les ovaires leur arrivent de plein de villes du Danemark, hein, voire même parfois de pays limitrophes. Et donc c'est un modèle, je trouve, tout à fait intéressant parce que du coup, ils ont pu publier des données sur la durée du transport du tissu ovarien et les résultats en greffe d'ovaire. Et donc, ils avaient montré, eux, qu'un délai de 4 à 5 heures entre le prélèvement d'ovaire et le début de la congélation n'altérait pas les résultats en greffe d'ovaire. Donc ça, ce sont des résultats intéressants. Donc, il est possible d'avoir des programmes centralisés de préservation de fertilité et de congélation donc du tissu ovarien. Et le modèle danois est un modèle extrêmement intéressant. Alors, autre modèle, hein, c'est le modèle FertiProtect. Donc, c'est une association des pays germanophones, hein, donc l'Allemagne, l'Autriche et puis la Suisse. Ce réseau a été fondé donc en 2006. Il y a au moins 125 centres, hein, ce sont des centres satellites, et il y a quelques centres seulement qui font donc des conservations d'ovaires. Donc là aussi, vous voyez, ce sont des modèles à l'échelle de différents pays, où finalement, tout le monde ne fait pas tout, et qu'il y a une centralisation de la partie technique donc de cette conservation d'ovaires. Donc actuellement, ils congèlent dans ce réseau donc plus de 500 de congélation d'ovaires par an, et ils publient tout à fait régulièrement. Donc je vais vous passer les publications. Il y a une publication toute récente hein, de cette année. Vous voyez, ils présentent leur expérience de 22 ans sur 2475 patientes, hein, toujours dans ce réseau un peu dispersé. Et là, vous avez donc toutes les pathologies. Donc, ils ont aussi une grande proportion de pathologies hématologiques malignes et de cancer du sein. C'est vraiment, quand on reprend les séries, c'est les deux grosses pathologies, hein, les pathologies hémato malignes et puis les cancers du sein. Et après, il y a de tout. Voilà. Alors, en concernant la France, hein, par rapport à notre activité, donc ça, c'est le rapport de l'Agence de la biomédecine hein, de 2021, donc c'est le dernier qui est sorti cette année. En France, on congèle entre 300 et 350 ovaires par an. Donc, en résumé, pour des séries importantes, vous voyez, vous avez des organisations différentes, donc des équipes différentes au sein d'un même pays, un gros réseau entre pays, et puis un réseau centralisé sur un pays, et puis la France. Et alors, on a fait un petit calcul du nombre de congélations par million d'habitants. Donc, vous voyez que finalement, on est tous à peu près dans le même registre, hein, c'est-à-dire vers 4,5 patientes, enfin congélation d'ovaires par million d'habitants, sauf le Danemark où visiblement ils congèlent beaucoup, hein, quasiment le double des autres pays. Alors, dans cette congélation d'ovaires, hein, la participation de l'Europe est extrêmement importante. Hein, vous voyez les publications que je vous ai montrées. Il y a l'Israël, bon, il y a les États-Unis, et puis il y aura bientôt le Maroc avec votre activité de conservation d'ovaires. Alors, quoi faire de ce tissu ovarien conservé? Donc, actuellement, la seule technique qui permette d'avoir des enfants après une congélation d'ovaires, c'est une greffe de tissu ovarien, donc une autogreffe de tissu ovarien. Donc, cette autogreffe, elle peut être faite soit en position orthotopique, donc dans la fossette ovarienne, ou soit en position hétérotopique. Alors ça a été la première publication de l'équipe américaine d'Octet, voilà, où il avait greffé donc du tissu ovarien sous la peau de l'avant-bras. Donc là, il a fait un peu le buzz avec cette photo, hein. Mais c'est vrai qu'on le fait plus, on fait plus du tout hein, de greffe hétérotopique au niveau de l'avant-bras, parce que vous voyez, c'est quand même, ce sont des femmes jeunes, hein, c'est disgracieux, et puis voir gonfler, dégonfler son ovaire chaque mois, ça doit être un peu énervant. Hein. Donc, on le fait plutôt donc au niveau au-dessus des poils pubiens, au niveau de la paroi abdominale. Donc, ce qui est quand même plus discret. Donc, la première greffe de tissu ovarien a été publiée donc par l'équipe d'Octet, et cette greffe a permis de montrer qu'après congélation-décongélation, chez l'humain, hein, faut rappeler qu'on n'avait aucun résultat alors qu'on avait commencé les congélations. Il y a eu une reprise de la fonction ovarienne et une reprise de la folliculogénèse. Et puis la première naissance donc a été décrite en septembre 2004 par l'équipe de Jacques Donnet donc en Belgique. Donc ensuite, quand on reprend l'évolution des données de la littérature sur les conservations, les greffes d'ovaires, pardon, vous voyez, je vous ai mis en rouge les case reports et puis en noir les séries.
donc pour les greffes d'ovaires. Donc, vous voyez le premier case report donc en 2000. Hein. Et puis, vous voyez, ça a été extrêmement variable. Et puis ensuite, à partir de 2008, on a vu apparaître les premières séries de greffes d'ovaires avec des résultats donc plus robustes en fait. Ensuite, on a vu apparaître dans les littératures des compilations des données de la littérature. Hein, ça, les gens aiment beaucoup ça. Vous voyez, donc différentes équipes ont fait ce type de publication. Ensuite, on a eu d'expériences de plusieurs centres. Ici, donc, en 2020, on a eu l'expérience donc de 3 centres, hein, l'équipe de Méro, de Marie-Madeleine Dolmans, donc en Belgique, et puis de Silbert, hein, à Saint-Louis, dans le Missouri. Et puis, on a fait, donc, je vais vous la détailler un petit peu plus, hein, cette publication. Donc, en 2021, c'est la plus grosse série à ce jour sortie sur les résultats de la greffe d'ovaire à partir de données individuelles de patientes. Hein. Donc, ça représente 285 patientes. Ça a impliqué donc 5 centres, hein, donc la Belgique de Marie-Madeleine Dolmans, le Danemark, l'Espagne, la France, hein, c'était notre équipe, et puis le réseau Fertiprotect. Donc, presque 89% des patientes avaient un cancer, avec, vous voyez, toujours les 2 grosses pathologies qui ressortent, hein, les pathologies hématologiques malignes et les cancers du sein. L'âge des patientes à la conservation d'ovaires était de l'ordre de 29 ans, et l'âge moyen à la greffe, c'est à peu près 5 ans plus tard, en fait, hein, vers 34 ans. Hein. C'est vrai qu'il a fallu aussi attendre ce délai hein, pour avoir des résultats. Hein. À partir du moment où on congèle, et puis dans le cadre de la préservation de fertilité, les patientes, elles ne peuvent pas toujours utiliser leur tissu tout de suite, elles n'ont pas toujours non plus un désir d'enfant immédiat, donc il y a toujours un délai qui est en moyenne de 5 ans. Dans presque 89% des cas, il y a une reprise de la fonction ovarienne, et ça, c'est un effet collatéral extrêmement intéressant hein, de cette technique de préservation de fertilité. Comme vous le savez, hein, les 2 fonctions de l'ovaire, la fonction de procréation et la fonction hormonale, sont liées, hein, puisqu'elles sont liées à la même structure, le follicule ovarien. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et maintenant, la loi française, hein, depuis 2021, permet de faire une greffe d'ovaire que pour rétablir la fonction hormonale. C'est-à-dire que avant, les patientes, si elles voulaient avoir une greffe d'ovaire, il fallait qu'elles aient un désir d'enfant. Sauf qu'il y a des patientes qui me disaient, mais moi, je veux pas d'enfant, mais j'aimerais bien éviter de prendre un traitement hormonal substitutif, et si on pouvait me replacer les fragments d'ovaire, ça me plairait bien. Donc maintenant, c'est autorisé en France de faire cette technique. Voilà. Au niveau des naissances, en fait, 26% des femmes ont eu au moins un enfant. Alors souvent, vous verrez dans la littérature des greffes d'ovaires, on exprime les résultats non pas en taux de grossesse, non pas en taux de naissance, mais en pourcentage de femmes qui ont eu au moins un enfant. C'est-à-dire que dans ces pourcentages, il y a des femmes qui ont elles ont toutes eu un enfant. Il y en a qui en ont eu 2, qui en ont eu 3. Il y a même une patiente qui a eu 5 enfants après une greffe d'ovaire. Mais cette patiente qui a eu 5 enfants, on l'a compté qu'une fois, on l'a pas compté 5 fois, vous voyez. Donc, ce taux est globalement de 26%. Il est de 30% s'il n'y a pas de facteur d'infertilité. C'est-à-dire que une grosse partie des grossesses, vous voyez, 70% des grossesses sont des grossesses naturelles, donc sans passer par une assistance médicale à la procréation après. Et par contre, vous voyez, si on passe par une assistance médicale à la procréation, les taux chutent en fait, hein, ils sont à 21%. Et donc, il y a moins de fausses couches quand la grossesse est naturelle que quand on passe par une assistance médicale à la procréation. Donc, dans cette série, il y a 95 enfants qui sont nés sur ces 285 patientes. Alors, bon, ça, je vais passer. Ce qui est important, c'est l'intervalle moyen entre la greffe d'ovaire et la reprise de la fonction ovarienne, donc l'apparition à nouveau des règles, qui situe entre 4 et 6 mois. Donc là, dans cette étude, c'était 4,5 ans, plus ou moins 4,5 mois, pardon, plus ou moins 2,2 mois. Donc, parce que la greffe ne reprend pas tout de suite, hein, la folliculogénèse, il faut qu'elle ait le temps de se remettre en place. Et puis, le taux de survie à 5 ans des greffes est de l'ordre de 55%. C'est-à-dire que 55% des femmes, 5 ans après la greffe, avaient toujours des greffons fonctionnels. Alors ensuite, dans la littérature, alors maintenant, on voit réapparaître à nouveau des revues systématiques et des méta-analyses. C'est un peu le fouillis hein, de tout, pardon. Quand on voit ces... voilà. Voilà. Quand on lit dans le détail hein, ces méta-analyses et tout, enfin je trouve que mais ça n'engage que moi, un peu du n'importe quoi, mais bon, bref. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que malgré tout, les résultats sont toujours un petit peu les mêmes. Vous voyez ici, donc 28%. Alors vous voyez, là c'est un pourcentage d'accouchement, donc 32,3%. Là c'est les femmes qui ont eu au moins un enfant. Ça c'est les femmes qui ont eu au moins un enfant. Voilà, hors AMP et en AMP, donc
enfin sans AMP et en AMP. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire attention de quoi on parle, mais finalement, ça tourne toujours autour des mêmes chiffres. Hein. Le pourcentage de femmes qui ont un enfant, c'est entre 21 et 42% en fonction des équipes. Et puis, il y a eu quand même une naissance de l'équipe turque. Non, pas turque, c'était l'Estonie, je crois, où ils ont eu une naissance après une greffe hétérotopique. Alors, les résultats en France, vous voyez le pourcentage d'accouchement, parce que, voilà, on l'exprime comme ça dans le bilan de l'Agence de biomédecine, par greffe d'ovaire, était de presque 28%. Alors, concernant les enfants, donc il y a eu peu de données encore pour le moment. Il y a eu une revue de 2016 par l'équipe danoise, où ils ont trouvé que les données néonatales des enfants nés après greffe d'ovaire n'étaient pas différentes des données générales. Il y a une malformation bien décrite et documentée par l'équipe de Méro, une arthrogrypose, et puis on voit de temps en temps apparaître une anomalie chromosomique, mais finalement on ne sait pas trop bien d'où ça vient. Donc il n'y a pas de surrisque, a priori pour le moment, avec les résultats qu'on a sur les enfants. Donc juste dernier point, c'est un aspect important en préservation de fertilité, ce sont les patientes qui ont déjà eu de la chimiothérapie. Parce que malheureusement, vous verrez, vous voyez dans vos pratiques, on ne peut pas toujours faire d'emblée donc une préservation de fertilité avant toute chimiothérapie. Et donc, on se retrouve avec des patientes qui ont déjà eu des chimiothérapies, qui vont avoir des chimiothérapies extrêmement gonadotoxiques, et donc on a fait quand même ces préservations de fertilité. Et quand on regarde les résultats de greffe d'ovaire, finalement, vous voyez, je vous ai mis en rouge les résultats toujours en pourcentage de femmes qui ont eu au moins un enfant, des femmes qui avaient eu de la chimiothérapie avant le prélèvement d'ovaire et celles qui n'en avaient pas. Et assez étonnamment, alors là c'est un résultat vraiment qui nous a beaucoup surpris, c'est que finalement les femmes qui ont eu de la chimiothérapie avant le prélèvement d'ovaire, elles ont des meilleurs résultats en termes de naissance, de procréation, que celles qui n'ont pas eu de chimiothérapie. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. On essaie de démêler un petit peu les choses avec Marie-Madeleine Dolmans. Là, on a un protocole de recherche en cours ensemble sur essayer de savoir pourquoi, parce que c'est vraiment des résultats tout à fait étonnants. Ça, je vais passer. Donc, en conclusion, donc la conservation d'ovaires, c'est une technique validée de préservation de fertilité. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser, surtout que maintenant au Maroc, comme on le disait tout à l'heure, vous avez de quoi... voilà, il y a tout le matériel, il y a tout ce qu'il faut pour faire cette technique-là. Elle peut être faite donc après le début de la chimiothérapie, donc ça il faut vous en souvenir parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, il m'arrive encore de voir des patientes en me disant non, on m'a rien fait parce que j'avais déjà débuté la chimiothérapie. Mais c'est pas parce que la chimiothérapie a déjà débuté qu'il faut rien faire. Les résultats des greffes d'ovaires, donc vous voyez entre 21 et 42%, donc c'est pas des résultats négligeables du tout. Alors on peut sûrement s'améliorer encore. Et puis maintenant, comme je vous le disais, on peut rétablir la fonction hormonale seule. Grâce à une nouvelle disposition donc de la nouvelle loi de bioéthique en France. Voilà, je vous remercie beaucoup.